C'est triste d'entendre que des Africains emprisonnent d'autres Africains pour la simple raison qu'ils sont en situation irrégulière. C'est triste d'entendre que des Africains tabassent d'autres Africains parce que ces derniers ont une peau beaucoup plus sombre que la leur. C'est triste d'entendre qu'au XXIe siècle, des êtres humains sont encore chosifiés, maltraités, esclavagisés au vu et au su de tous à cause de leur couleur de peau. C'est triste de toujours se poser les mêmes questions, à savoir, où sont passées nos organisations des droits de l'homme, la CEDEAO, l'Union africaine, ces chefs d'État et dirigeants qui sont prompts à sanctionner tous ceux qui demanderaient un peu plus de liberté et de justice. Nous aurions tout voulu que cela ne soit qu'un rêve, mais hélas, c'est la triste réalité comme le démontre le célèbre journaliste camerounais Jérémy Ngono dans ses analyses. Il faut savoir que les injustices que subissent les Africains sont parfois muettes, parce que personne n'en parle, et parce que chacun se dit ce qui se passe ailleurs ne me concerne pas. Je m'occupe de ma petite famille, et basta. Et du coup, les Africains sont devenus les plus méprisés, les plus maltraités, les plus pourchassés. Que ce soit en Europe, en Asie ou partout ailleurs, les Africains sont considérés comme les moins que rien. Et c'est d'autant plus dangereux que, même au sein de notre continent, on se rend compte que, de plus en plus, les Africains particulièrement subsahariens, dont ceux qui ont la peau noire, sont pratiquement réduits encore à l'état de singes, ou pratiquement, certains se disent qu'il faudrait encore que notre seule place soit sur les arbres. Dans leur pays, ils nous considèrent plus que des animaux pour uniquement faire des travaux ménagers sans pour autant bénéficier de ce qu'on appelle les droits les plus élémentaires. Dans leur pays, parfois ils refusent aux Noirs de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un titre de séjour dans leur pays, et pourtant ils sont dans le continent noir, ils se considèrent comme étant au paradis, et comme si les Africains subsahariens sortaient pratiquement de l'enfer et venaient les envahir. C'est d'ailleurs ceci qui se passe aujourd'hui en Tunisie, où presque tout le peuple noir subsaharien subit non seulement la xénophobie, le racisme et surtout une méchanceté qui n'en dit pas de nom. Mais pendant ce temps, où sont les dirigeants africains? Ils se taisent alors que les appels au secours se multiplient. Raison pour laquelle je lève le voile sur cet enfer que vivent les subsahariens au niveau de la Tunisie, en ce moment où d'ailleurs il y a non seulement des mamans, mais aussi des enfants de 2 ans, 1 an, 6 ans, qui sont arrêtés, enfermés dans des cellules, dans des prisons, sans que cela ne puisse pouvoir créer l'indignation auprès des dirigeants africains. On voit plutôt que les dirigeants africains, comme des Ponce Pilate, préfèrent dire avec leurs représentants diplomatiques qui sont en Tunisie, que bon, en tout cas, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on vous demande de respecter les lois. Et bon, si vous ne pouvez pas respecter les lois, vous pouvez toujours venir rentrer dans vos pays. Au Tchad, 2 vols d'Égypte Air ont eu à transporter les migrants tchadiens en terre tunisienne. Que ce soit des Cap-Verdiens, que ce soit des Congolais ou que ce soit des Sénégalais, des Maliens, eh bien, tous dans le même sac, puisqu'ils sont considérés aujourd'hui comme les envahisseurs, d'autant plus que depuis 2018, la Tunisie a vu naître un parti d'extrême droite, un parti presque nazi, puisqu'ils appellent ça le parti nationaliste tunisien, qui bien sûr est en train de pourchasser les Noirs, disant que ce soit dans des métros, dans des quartiers, que le noir est le problème de leur pays. On se serait attendu à ce que le président tunisien
puisse au moins calmer les ardeurs xénophobes de ces sujets, que non, bien au contraire. En la date du 21 février 2023, le président Saïd lui-même a pris un discours devant le Conseil de sécurité de son pays pour dire que les subsahariens étaient à l'origine de la délinquance, de l'insécurité, des assassinats, bref, de tous les maux qui minent son pays. On se serait attendu à ce que certains dirigeants puissent au moins réagir pour rappeler la Tunisie à l'ordre, pour rappeler au moins les ambassadeurs qui sont dans leur pays ou les consuls. Mais non, rien n'a été fait. Et pourtant, les Tunisiens qui parlent aujourd'hui de l'envahissement, eh bien, ne sont pas aussi sollicités comme ils peuvent le crier sur tous les toits, puisque ce sont, selon les statistiques de l'Office national des statistiques, justement, de la Tunisie, il y a en tout que moins de 22 000 subsahariens dans leur pays. Et bien sûr que le HCR lui parle d'une cinquantaine de mille. Ce ne sont pas les chiffres officiels, mais on prend juste en considération les subsahariens qui sont arrivés, qui peuvent être étudiants, et d'autres qui n'ont pas de titre de séjour. Puisque avoir un titre de séjour en Tunisie, c'est un véritable parcours de combattant, puisqu'on cherche que vous soyez là sans papier, et que vous n'ayez pas de l'avenir, et que par la suite, chaque mois, vous payez 80 dinars, comme une sorte de pénalité parce que vous n'avez pas de titre de séjour. La Tunisie n'est pas le paradis, puisque les subsahariens qui y vont, certes travaillent, mais surtout, c'est un pays de transit parce qu'ils veulent aller en Europe. Et d'ailleurs, beaucoup sont obligés aujourd'hui, beaucoup de subsahariens, d'aller dans la ville de Sfax, aller se réfugier dans des cabanons, dans des bunkers, dans des maisons isolées, où d'ailleurs ils sont traqués par la police. Parce que c'est à ces endroits-là qu'à partir de 2 h du matin, ils cherchent à mettre des bateaux dans la Méditerranée afin de traverser, atteindre Lampedusa, l'Italie, ce qui veut dire une entrée vers l'Europe. Mais également aussi, on ne pourrait pas dire que la Tunisie n'est pas une terre d'accueil, puisque la Tunisie souvent a accueilli des étudiants subsahariens, tels que d'ailleurs les enfants d'Ébi qui ont étudié là-bas. Et d'ailleurs, la Tunisie, contrairement aux pays subsahariens, la Tunisie a misé sur l'éducation. Ça fait de telle sorte qu'il y a de grandes universités là-bas où plusieurs personnalités africaines, au lieu d'envoyer leurs fils en Europe ou encore des familles de classe moyenne, préfèrent les envoyer en Tunisie pour étudier. Ces étudiants-là payent 3 000 €. Et rendez-vous compte, 3 000 € comme scolarité. Parce que chez nous, on n'a pas investi dans les grandes universités. On n'a pas investi dans les grandes écoles. Alors, les étudiants sont obligés de partir là-bas, en Tunisie, pour aller étudier. Et cependant, même en étudiant, même en versant cet argent, ils n'ont pas de titre de séjour. Puisque selon les statistiques officielles, 60% d'étudiants subsahariens ne disposent pas de titre de séjour. Comment peuvent-ils donc être dans cet endroit-là, puisque justement, ils tombent dans le piège? Puisque depuis un certain temps, la police et les forces de sécurité de la Tunisie ont, de façon officieuse, reçu l'injonction non seulement d'arrêter tous les Noirs, mais de les mettre pratiquement en prison. Ça fait que le contrôle aujourd'hui, que ce soit dans les bars, que ce soit au pied de l'immeuble, ça se passe au faciès. C'est-à-dire, dès que vous êtes noir, ou même si vous allez dans un supermarché, eh bien la police vous prend, que vous ayez abandonné vos enfants à la maison, ils vous mettent d'abord en cellule, puis la prison. Beaucoup d'enfants aujourd'hui noirs se retrouvent sans maman parce qu'elles ont été arrêtées dans la rue
ou dans des supermarchés, juste en train de marcher comme ça. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui, qui sont même en situation régulière, se retrouvent actuellement dans les prisons en Tunisie. On parle entre le 14 et le 16 février 2023 de 300 arrestations. Mais selon certaines sources, il y a plus de 1500 Noirs qui ont été arrêtés et qui se retrouvent actuellement dans la prison de Monastir. Comment peut-on comprendre cela? Que des gens soient arrêtés comme ça, balancés en prison dans un pays qu'on appelle la Tunisie et qui aujourd'hui parle plutôt de remplacement. C'est-à-dire que les tests, c'est-à-dire les slogans fascistes qui ont été utilisés au temps d'Hitler sont actuellement utilisés en Tunisie pour pouvoir se débarrasser de l'homme noir. Et pourtant, cet homme noir, qu'est-ce qu'il n'a pas fait en Tunisie? Et d'ailleurs, même pour leur équipe, je connais par exemple Ndjem qui avait joué là-bas, encore qui avait joué là-bas à l'Espérance de Tunis. Aujourd'hui, quand même, quelqu'un vient avec son visa. Il a reçu un visa, comme 2 Camerounais qui sont arrivés là-bas. Eh bien, à l'aéroport, on les a envoyés de retourner chez eux. Mais alors, que font les représentations diplomatiques? Lorsqu'on essaie de regarder, côté Côte d'Ivoire, les représentants, au moins parfois, essaient d'intervenir, même quand on se plaint, parce que justement, la Côte d'Ivoire est le pays qui a plus de migrants là-bas en Tunisie, suivi de la République démocratique du Congo, puis vient la Guinée-Conakry. Le Cameroun, Mali et autres viennent derrière. Mais cependant, côté camerounais, il faut savoir justement que les Camerounais aujourd'hui sont considérés comme des parias. Oui, on ne peut pas dire que les Camerounais sont innocents. On ne peut pas dire que les Camerounais n'ont rien à se reprocher. Puisque justement, on se rend d'ailleurs compte que Beloko, qui est le consul de la Tunisie, du Cameroun en Tunisie. Et oui, c'est lui qui protège les Féman. Oui, le consul général ne s'occupe pas des étudiants. Il ne s'occupe pas des Camerounais qui souffrent là-bas. Mais il préfère garder le réseau des Féman. Est-ce que vous vous rendez compte que, par exemple, ne serait-ce que ce qu'on peut appeler une carte consulaire, si vous voulez l'obtenir en Tunisie, vous allez appeler, jamais on va décrocher au niveau de l'ambassade du Cameroun en Tunisie. Ça tombe dans le vide. Et lorsque vous demandez donc finalement une carte consulaire, celle qui coûte tout simplement 20 dinars, on va vous la revendre, on va vous imposer par des réseaux de Féman de payer au moins 100 dinars. C'est dans le marché noir. Résultat des courses, la plupart des Camerounais, aujourd'hui en Tunisie, préfèrent aller plutôt chercher des papiers maliens ou encore un passeport ivoirien qu'ils achètent dans des réseaux. Pourquoi? Parce que ce soit le Mali ou encore la Côte d'Ivoire, ils ont ce qu'on appelle le free visa. Avec la Tunisie, ils peuvent entrer quand ils veulent et ressortir quand ils veulent. Les Camerounais, donc, aujourd'hui, se retrouvent être ivoiriens, maliens ou même guinéens, parce que les Guinéens aussi, à l'époque, avaient une possibilité de pouvoir entrer en Tunisie en free visa, mais aujourd'hui, parce qu'eux-mêmes aussi sont accusés dans le grand banditisme, eh bien, on a bloqué de ce côté-là. Et parlant de grand banditisme, justement, les Nganda ont fait de telle sorte que, justement, les Noirs camerounais soient fichés là-bas comme ceux-là même qui font absolument dans le faux, c'est-à-dire qu'on multiplie de l'argent, on dit qu'on multiplie de l'argent et on essaye d'arnaquer certaines populations et du coup, ça fait une mauvaise réputation. Je vais vous citer par exemple certains noms que vous allez trouver là-bas qui ont fait 30 ans, qui sont des Camerounais, mais qui entretiennent des réseaux dans l'Enganda et qui mettent les Camerounais et d'autres Africains actuellement dans de sérieux problèmes. De telle sorte que l'ambassadeur qui lui-même est là-bas, ou Samuel Diobo, il n'a rien à faire puisque même son prédécesseur, Dr Loué,
Il avait été chassé de la Tunisie parce qu'il avait été accusé d'avoir harcelé une Tunisienne qui était sa secrétaire. Alors, quand on a un tel comportement avec nos représentants diplomatiques, il faudrait donc savoir que les Camerounais ne sont pas protégés en Tunisie. Et d'ailleurs, c'est l'ambassade ou le consul de Tunisie qui également s'occupe de la Libye. Et vous comprenez donc que ceux qui sont en Libye sont totalement abandonnés à eux-mêmes, puisque le réseau des FEMAN, comme je vous ai dit, est entretenu par le président des FEMAN qu'on appelle Landry Tanke. Landry Tanke est là. Il est protégé par les autorités consulaires du Cameroun, les autorités de l'ambassade, avec tout le mal qu'il peut faire. Ce qui fait aujourd'hui que rien que les péchés qu'il commet ou les gaffes qu'il commet à travers Denganda, on soit obligé, avec son complice Gabi, qui lui est aussi du Nord, comme Beloko. Ils sont dans le réseau de la Fémania. Et il y a un autre qu'on appelle Grosse Tête, Raoul, Grosse Tête. Voilà un autre individu qui a aussi des réseaux là-bas et qui ne fait pas que du bien aux Camerounais et surtout aux Africains. Lorsque vous les voyez donc, eh bien, vous comprenez pourquoi est-ce que, se basant sur ces individus, parce qu'il y a eu quelques petits crimes, je peux quand même vous dire, ça arrive dans tous les pays. Ah, les Tunisiens ne peuvent pas dire qu'ils n'ont jamais tué, mais ils se sont basés de l'assassinat d'une femme de 65 ans. Et d'ailleurs, on croit bien que c'est un Guinéen qui avait abattu cette femme-là, et puis un autre Ivoirien qui avait enlevé un enfant peut-être de 4 ans. Eh bien, le président Kais Saïd a donc profité de ces deux éléments pour finalement mettre son peuple et sa police derrière les Noirs de l'Afrique subsaharienne. Je parle de ça parce que c'est le désespoir. Je parle de ça parce que même lorsqu'on meurt en Tunisie, on n'est pas sûr que sa dépouille peut revenir au Cameroun. Les Camerounais sont abandonnés là-bas. Au moins, Ouattara est en train de prendre des dispositions pour pouvoir rapatrier les siens. Les Cap-Verdiens prennent des dispositions, mais côté camerounais, on n'en prend jamais la moindre parce que le peuple camerounais est abandonné à lui-même. Raison pour laquelle, par solidarité pour ces étudiants, pour cette communauté qui vit là-bas, je ne pouvais pas laisser cela périr parce que la plupart, ils sont obligés de se jeter dans la mer lorsqu'ils sont persécutés pour pouvoir traverser. Combien sont morts? Combien de cadavres dans l'océan? Oui, ils sont allés. Beaucoup disent rester au pays et il y a tout. Mais comment peut-on rester dans un pays où il y a les injustices? Comment peut-on rester dans un pays où il n'y a pas de travail? Comment peut-on rester dans un pays où dès que vous dénoncez, on vous abat? Comment peut-on rester dans un pays où la jeunesse n'a plus d'avenir? C'est pour cela que on ne peut pas tout simplement parler de ceux-là qui vont à l'aventure parce qu'ils ont vu également les Francis Ngannou se jeter dans l'aventure, traverser la mer et venir trouver le bonheur ici et finalement devenir des héros au Cameroun. Quand ils voient que ce sont les autorités camerounaises elles-mêmes qui vantent aujourd'hui les Francis Ngannou et ceux qui ont pris la Méditerranée, eh bien, comment vous voulez que cela ne prenne pas les raccourcis par la mer ou bien par le désert, en souffrant, en mourant, parce qu'ils vont se dire que nos autorités ne reconnaissent la valeur que de celui qui a trimé, qui a quitté le pays, qui est parti réussir ailleurs et qui est accueilli avec tous les honneurs.